Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une période de l'histoire qu'on croit bien connaître, le régime de Vichy. Oui, On a souvent cette image d'une affaire purement franco-française, presque confinée à l'Hexagone, mais en réalité, les ondes de choc se sont propagées bien plus loin. ah oui, et notamment au Maroc. C'est là que tout prend une tournure assez unique. Entre la collaboration, la résistance, les jeux de pouvoir, c'est une histoire bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher. Exactement. On va analyser une période très courte en fait, 1940 à 1942, 2 ans, mais d'une densité folle. L'idée, c'est vraiment de décortiquer comment la défaite française a été vécue là-bas, sur le terrain. Et de comprendre les stratégies des uns et des autres. Voilà. Et surtout, l'impact très concret que ça a eu sur la population. On va voir que c'est un enchevêtrement de loyautés changeantes, de manœuvres politiques subtiles et de décisions aux conséquences profondes. Alors pour bien commencer, il faut se remettre dans le contexte. On est en juin 1940. Le chaos total. C'est ça, la France est vaincue par l'Allemagne nazie, le maréchal Pétain signe d'armistice, installe son gouvernement à Vichy, Dans la fameuse zone libre. pendant que tout le nord du pays, Paris compris, est directement occupé par les Allemands. Et là, il y a un effet domino dans tout l'empire colonial. Il faut s'imaginer la situation pour les autorités à Rabat, à Alger, à Dakar. Le gouvernement légal de la France, c'est celui de Pétain. L'appel du 18 juin de Gaulle, c'est encore très lointain pour eux. C'est un murmure, presque inaudible. Donc par loyalisme, par habitude, administrative aussi, tout le monde se range derrière Vichy. Les ordres continuent de venir de la métropole, enfin de ce qui en reste. Ce qui crée une situation géopolitique complètement folle. Ah oui? L'Afrique du Nord se retrouve indirectement sous le contrôle des Allemands via Vichy. C'est ça. Hitler, lui, à ce moment-là, il a d'autres chats à fouetter. Son obsession, c'est le front de l'Est. Donc il laisse volontiers les Français gérer l'Afrique du Nord. Ça crée une sorte de statu quo très très précaire. Et au Maroc, au centre de ce jeu, il y a un homme clé, le général Noguès, Le résident général. l'homme fort. C'est un pur produit de l'armée coloniale, il connaît le Maroc par cœur, il a fait la guerre du Rif, la pacification. C'est lui qui tient le pays? Tout à fait. Et c'est là qu'on trouve une première bizarrerie, une vraie ironie de l'histoire. C'est-à-dire, On pourrait penser que Noguès est un homme de la droite la plus dure, prédestiné à servir Vichy. Mais pas du tout. Il a été nommé à son poste en 1934 par le gouvernement de gauche du Front populaire. attendez, l'homme qui va appliquer la politique de Vichy au Maroc a été mis en place par le Front populaire? Lui-même. C'est un retournement assez spectaculaire. Et ce n'est pas tout. C'est ce même Noguès qui, bien avant Pétain, avait déjà commencé une répression féroce contre les nationalistes marocains. Ah d'accord. C'est lui qui exile des figures comme Alal El Fassi, donc quand Vichy arrive, il est déjà, disons, dans le bain autoritaire. Il n'a qu'à continuer, Son pouvoir est même renforcé, si je comprends bien. immensément. Pétain le promeut chef suprême de toutes les forces françaises en Afrique du Nord. Et pour le seconder, on lui envoie un renfort de poids, le général Juin. L'histoire de Juin est elle-même un bon résumé de la situation. Oui, il était prisonnier de guerre en Allemagne, et ce sont les Allemands, à la demande de Vichy, qui le libèrent pour qu'il aille servir Pétain au Maroc. On voit bien l'imbrication des choses. Donc, avec Noguès et Juin aux commandes, on a une administration vichiste solide. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y avait une présence nazie visible au Maroc? Des Allemands dans les rues? Excellente question. La réponse est oui. Il y en avait. Officiellement, il faisait partie des commissions d'armistice. Un nom qui sonne très administratif. Claire, superviser le désarmement de l'armée française. Donc, oui, des officiers de la Wehrmacht en uniforme circulaient au Maroc. Pour s'assurer que l'armée française ne puisse plus rien faire. Précisément. Et c'est là qu'un officier français, le colonel Guillaume, qui dirigeait les affaires indigènes, va monter un tour de passe-passe absolument génial. Racontez-nous ça. Il doit présenter ses troupes à la commission allemande. Et là, il veut jouer un coup de bluff monumental, Il va leur mentir tout simplement. en quelque sorte. Il leur présente les troupes auxiliaires marocaines, les fameux goumiers, et il leur explique, très sérieusement, que ces hommes ne font pas partie de l'armée française. Ah bon? Et ils sont quoi alors? Selon lui, c'est une police indigène, une sorte de force de maintien de l'ordre tribal qui n'a rien à voir avec une armée régulière. C'est incroyable. Et les Allemands ont gobé ça, hein. Ils n'étaient pas naïfs à ce point. C'est là que c'est très habile. Guillaume a joué sur les préjugés coloniaux des Allemands. Il leur a dépeint des tribus berbères turbulentes, indisciplinées.
En gros, il leur a dit « Si vous les désarmez, ce sera le chaos et ce sera votre problème ». C'est exactement ça. Et ça a marché. La conséquence est donc énorme. Les goumiers ne sont pas désarmés. Non seulement ils ne sont pas désarmés, mais les Français en profitent pour cacher discrètement du matériel lourd, des canons, des mortiers. Où ça? Dans des caches secrètes, au fin fond des montagnes du Moyen Atlas, avec la complicité de ces mêmes goumiers. C'est un double jeu parfait. Total. En façade, on collabore, on obéit. En coulisses, on préserve un noyau armé, intact, qui n'attend qu'un signal. Ce noyau, en fait, deviendra la base du futur corps expéditionnaire français qui libérera l'Europe. On a donc cette administration qui collabore en surface, mais qui cache des armes en secret. Malheureusement, ce double jeu ne s'applique pas à tout. Non, loin de là. Parce qu'en même temps, Vichy exporte sa politique la plus abjecte, ses lois antisémites. Et ça ne traîne pas. Le 3 octobre 1940, le premier statut des Juifs est promulgué en France. Moins d'un mois après, le 31 octobre, un daïr, c'est un décret royal, est publié pour l'appliquer au Maroc. Donc une application quasi immédiate. Immédiate. Et là, il faut comprendre une subtilité juridique cruciale au Maroc à l'époque. Il y a deux types d'habitants. Les citoyens français, soumis aux lois de la métropole, et les sujets du sultan. Et cette distinction va tout changer. Elle est capitale. Le texte français visait les juifs français. Mais dans la version du daïr marocain, une petite phrase est ajoutée, toute petite. Elle précise que la loi s'applique à tout Israélite marocain. Ce qui n'était pas le cas dans la loi originale. Exactement. Et cette petite phrase fait basculer des dizaines de milliers de sujets du sultan dans le champ de la persécution. Avec des conséquences concrètes, j'imagine. Immédiate et brutale. Exclusion de la fonction publique, des professions libérales, médecins, avocats, journalistes, numerus clausus dans les écoles. La machine administrative de la persécution se met en marche. La situation semble sans issue. Oui, et c'est là qu'il va se produire un retournement de situation incroyable. Un acte de souveraineté discret mais d'une portée immense. Ça vient du sommet du palais, du sultan Mohamed V. Qu'est-ce qu'il fait? Après des mois un peu confus, un nouveau daïr est publié le 5 août 1941. Et là, il y a une phrase qui change tout. Laquelle? L'article 1er dit que les lois de Vichy s'appliquent aux Juifs présents au Maroc. Mais, et c'est le point clé, il précise « autres que les Juifs marocains dont le statut fera l'objet d'un daïr spécial ». Attendez. Autre que. Ça veut dire qu'il les extrait de la loi? C'est exactement ça. Il crée une distinction juridique claire. Les Juifs de nationalité française restent soumis à la loi de Vichy, mais les Juifs sujets du sultan, eux, en sont sortis. C'est une manœuvre d'une audace folle. C'est un coup de génie juridique. Il promet un daïr spécial pour régler leur cas plus tard. Et ce fameux daïr spécial a-t-il été publié? Jamais. 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 Et c'est là toute l'intelligence de la manœuvre. En ne publiant jamais ce texte, le sultan a créé un vide juridique qui a, de fait, protégé les quelques 250 000 juifs marocains des pires aspects des lois de Vichy. C'est une forme de résistance par l'inaction. Par le silence. Il faut être clair, hein, les juifs français au Maroc ont été durement frappés. Mais les sujets du sultan, eux, ont été sauvés par ce geste. Cette parenthèse vichiste de 2 ans va se terminer de manière très brutale. On est en novembre 1942. L'opération Torche. Le débarquement allié, des forces américaines et britanniques en masse sur les plages du Maroc et de l'Algérie. C'est l'heure de vérité pour Noguès. Il doit choisir son camp, cette fois pour de bon. Et sa première réaction, c'est la loyauté à Pétain. Il donne l'ordre à ses troupes de résister, de combattre les Américains. Il y a donc eu des combats entre Français et Américains sur le sol marocain. Puis, Des combats assez durs, surtout autour de Casablanca, qui est violemment bombardée par la flotte américaine. La résistance est réelle, mais courte. En 3 jours, c'est fini. et pendant ce temps, en coulisses, il se joue un autre drame. Un groupe d'officiers français pro-alliés a tenté un coup d'État contre Noguès. Oui, pour le neutraliser et accueillir les Américains. Ils voulaient prendre les points stratégiques la nuit même du débarquement, mais le plan a fuité, ça a été mal coordonné, Ça échoue. de justesse. C'est un de ces « et si » de l'histoire qui aurait pu tout changer. Une fois la défaite militaire actée, que devient Noguès? C'est le dernier retournement de veste. Il change de camp, une fois de plus. Il se met sous l'autorité des Américains et reste même brièvement en poste. Incroyable. Mais il sent bien que le vent a tourné. Il comprend qu'il devra rendre des comptes. Finalement, il s'enfuit au Portugal, où il vivra en exil. Le régime de Vichy au Maroc a vécu. Et qui prend la suite?
C'est le général Giraud, un autre évadé des prisons allemandes, mais lui soutenu par les Américains. Ce qui ouvre une nouvelle période de rivalité, cette fois avec De Gaulle. C'est une histoire d'une densité folle. Si on prend un peu de recul, on voit d'abord cet alignement quasi automatique sur Vichy, puis ce double jeu permanent symbolisé par les goumiers. Absolument. Et puis il y a ce geste souverain du sultan, cette manœuvre juridique qui a protégé les Juifs marocains. En fait, cette période a été un véritable catalyseur. En quel sens? Elle a durablement affaibli l'autorité morale de la France. La défaite de 40, puis voir des Français tirer sur des Américains en 42, tout ça a brisé l'image de la puissance protectrice infaillible. Et à l'inverse, ça a renforcé une autre figure. Immensément. Le sultan Mohamed V sort grandi de cette épreuve. Il s'est vraiment positionné comme le protecteur de tous ces sujets, sans distinction de religion. Son prestige est à son apogée. Et ce n'est pas un hasard si, quelques mois plus tard, Exactement. En janvier 1943, lors de la conférence d'Anfa à Casablanca, il s'entretient en secret avec le président américain Roosevelt. Et le sujet de la conversation, c'est déjà l'indépendance du Maroc. la fin de l'ère Vichy, c'est en fait le début de la fin de l'ère coloniale. C'est le commencement de la fin. Pour finir, il y a une dernière pensée qui me vient, une sorte d'ironie tragique de l'histoire. Elle concerne ces mêmes goumiers. Les héros cachés aux Almas. Voilà. Ils ont participé à la libération de la Corse, de l'Italie, de la France. Ils ont été acclamés partout comme des libérateurs. En effet. Et c'est là que l'histoire grince. Car à peine la guerre en Europe terminée, ces mêmes soldats, ces mêmes unités sont envoyés par la France qu'ils ont aidé à libérer, Où ça? combattre les mouvements d'indépendance en Indochine. Ça soulève une question vertigineuse quand même. Comment une force de libération devient-elle, en l'espace de quelques mois, une force d'occupation? C'est une réflexion sur les loyautés, les promesses non tenues et toutes les contradictions de la fin d'un empire. Mais ça, comme vous dites, c'est une autre histoire.